docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis avec le docteur Edan Zeblé, qui est de Rabat. Il est gynécologue obstétricien. Il est aussi spécialiste de la médecine fétale et des grossesses à risque. Donc, voilà, mercredi, docteur, le 10e épisode de Dr. Rob. Alors, la première question, docteur, de manière simple, comment on peut définir les grossesses à risque? Ben, écoutez, une grossesse à risque, en règle générale, c'est une grossesse dans laquelle un élément, qui est un élément soit maternel, soit fœtal, donc un état de santé, va faire que on va passer d'une grossesse qui serait simple, avec un suivi tout à fait conventionnel, vers une grossesse qui à ce moment-là est plus compliquée, qui va nécessiter un management particulier compte tenu de l'état de santé de la maman et compte tenu de l'état de santé du bébé. En tout cas, le but, c'est d'arriver, de mener ce train jusqu'au plus loin possible. Voilà, jusqu'à l'accouchement. Maintenant, ces éléments-là vont faire que le voyage sera un peu plus turbulent et qu'on devra bien cadrer pour essayer d'avancer. Voilà, donc là, la grossesse. Voilà, c'est un voyage turbulent. C'est un voyage qui est plus turbulent parce qu'un élément, et ça c'est important de le savoir, une grossesse à risque n'est pas seulement un événement intercurrent qui pourrait arriver durant la grossesse, mais c'est aussi un événement qui précède la grossesse. Donc un état de santé qui fait que, d'emblée, la patiente est dans une grossesse qui va nécessiter un suivi particulier, un management particulier, donc c'est une grossesse à risque. D'accord, docteur. Donc, est-ce qu'il y a quand même grossesse à risque et grossesse à haut risque? Il y a une différence? Oui. Toute une grossesse à risque, on va devoir donc rentrer dans les exemples pour un peu comprendre. Une grossesse d'abord simple, qu'est-ce que c'est? C'est une dame qui est en bonne santé, qui a un enfant, en tout cas un fœtus en bonne santé, et sur lequel on pourra suivre de manière conventionnelle la grossesse. Par la suite, une grossesse à risque est une patiente qui a une maladie ou dont le bébé est porteur d'un certain type de pathologie et qui vont faire que la grossesse va présenter des éléments qui vont faire qu'on devra peut-être mettre un terme à cette grossesse, avoir des hospitalisations et ainsi de suite. Et alors, on peut avoir la grossesse à haut risque. La grossesse à haut risque, qu'est-ce que c'est? C'est que dans ces facteurs de risque, on a des patients qui ont un état de santé, je vais dire, un peu plus compromis. Prenons un exemple encore tout simple. Diabétique et enceinte. On est donc dans une grossesse à risque parce que le diabète sur la grossesse peut entraîner durant ce long cheminement de 9 mois nous amener dans différentes voies. Maintenant, nous avons également, pour parler alors de grossesse à très haut risque, nous avons maintenant des patients diabétiques qui ont malheureusement certaines atteintes, certaines complications du diabète, comme des complications cardiaques, comme des complications rénales, et qui également, ces dames vont vouloir être enceintes. On sera d'emblée dans une grossesse à très haut risque, parce que non seulement la patiente sera porteuse d'un diabète, mais en plus, elle sera porteuse d'une des complications du diabète, comme l'hypertension, et donc ça rendra les choses encore plus, un peu plus difficiles à manager et vont nécessiter encore une meilleure expertise et un environnement technologique qui sera propice à ce suivi-là. Donc, docteur, je n'étais même pas au courant qu'une femme diabétique pouvait mener une grossesse à risque. Pour moi, une femme diabétique qui est suivie médicalement, on n'en a jamais parlé en tout cas.
je pense. Alors, oui, en effet. Et d'ailleurs, on aura le mois prochain, justement, on aura une journée du diabète. Et donc, Oui. le diabète est une pathologie qui peut être importante et qui peut justement, comment dire, faire que on soit porteur de cette, si vous voulez, de certaines complications du diabète qui pourraient rendre La la grossesse. grossesse plus compliquée, avec des répercussions aussi bien fœtales que des répercussions maternelles. Et donc, le diabète est également une pathologie et fait partie de ces pathologies qui nécessitent un suivi particulier si la femme est enceinte. Quels sont les différents types de grossesse à risque les plus répandus au Maroc? D'obèses. Voilà. Je pense que ainsi on sera un peu plus orienté. Eh ben, écoutez, les pathologies les plus fréquentes et qui font que la dame est enceinte. Qu'est-ce que c'est? Ben, écoutez, vous avez énormément de patientes diabétiques. Nous avons des patientes hypertendues qui font que dans ces deux cas de figure, on peut avoir une grossesse à risque. Nous avons également des patientes qui ont des problématiques cardiaques. Nous avons des patientes qui ont qui sont asthmatiques avec des asthmes importants qui doivent nécessiter des traitements et un management durant la grossesse. Et puis alors il y a des choses plus rares telles que mais qui existent. Hein. On a le lupus érythémateux disséminé, donc des patientes qui ont des maladies de système, comme le lupus, comme le Sjögren, et d'autres personnes qui ont alors des pathologies de type digestif, comme la maladie de Crohn. Et docteur, il Oui. y a une personne que je connais qui, je ne sais pas si elle va nous voir après, en tout cas je vais lui envoyer le lien de la vidéo, qui a une sclérose en plaques. Oui. Et elle est enceinte au Alors, où le médecin oui. lui a dit qu'elle risque de développer une autre poussée pendant l'accouchement. Donc celle-là, c'est une grossesse à risque qu'il faut prendre en considération. Alors, oui, en effet. Alors, dans le cas de la sclérose en plaques, il y a bien entendu différentes justement stades dans cette maladie. D'abord, pour les patientes, qu'est-ce qu'on leur conseille? Qu'elles aient une sclérose en plaques ou qu'elles aient un diabète ou qu'elles soient asthmatiques ou hypertendues, il faut que leur maladie soit bien équilibrée avant qu'elles débutent une grossesse. Alors, si on en revient au cas de la sclérose en plaques, il est évident que les médicaments que les patientes ont sous forme d'injection avant la grossesse, certains peuvent être continués et d'autres pas. Ça sera à discuter avec le neurologue. De fait, il peut y avoir des poussées de sclérose en plaques durant la grossesse. Elles diminuent quand même un petit peu chez la majorité, mais peuvent apparaître dans le postpartum. Et à ce moment-là, on aura, et ça c'est encore un peu plus particulier de la sclérose en plaques, c'est si on se rapproche, quand on sera autour de l'accouchement, les patientes qui ont une sclérose en plaques avec une atteinte éventuellement des nerfs périphériques, il se peut qu'il y ait une diminution des sensations, des contractions, et donc on peut avoir certains types de difficultés au moment de l'accouchement. Ça, c'est pour la sclérose en plaques. De la part de l'expert de santé, c'est-à-dire de vous, le gynécologue. C'est-à-dire que l'obstétricien ne peut pas connaître dans les détails toutes les maladies qui puissent exister. Et donc, forcément, on doit travailler, c'est vraiment le sujet, où on doit travailler en équipe, on doit être en binôme avec le médecin qui gère cette pathologie. Et attention, pas tous les spécialistes, par exemple, vous allez prendre un neurologue, il est peut-être très compétent dans la gestion du sujet qui est la sclérose en plaques,
mais peut-être qu'il n'a pas l'habitude de gérer la sclérose en plaques et la grossesse. Et donc là, il faut trouver parfois un peu les bons profils qui vont pouvoir gérer tous les imprévus qui arrivent à ce moment-là. Dans le cas présent, la sclérose en plaques, les poussées avant, pendant, l'adaptation des traitements. Il y a des patients qui ont le rebif, il y a des patients qui ont l'Avonex. Et donc ça, c'est à gérer. Actuellement, avec les nouvelles molécules, elles peuvent continuer aussi. S'il faut faire des bolus de corticoïdes durant la grossesse, il n'y a pas de contre-indication. Et la problématique de la sensation des contractions au moment de l'accouchement. Ça, c'est dans le cas de la Est-ce qu'il faudrait constituer une équipe pluridisciplinaire quand il y a une patiente qui est en train de développer une grossesse à risque, où il y a le gynéco qui est peut-être le maître d'orchestre, le chef d'orchestre avec cette équipe? Je ne sais pas si on peut dire que le gynéco doit être le chef d'orchestre, mais en tout cas, il doit y avoir une collaboration entre le gynécologue et entre le pathologiste qui suit cette maladie, que ce soit le pneumologue pour l'asthme, le cardiologue pour l'hypertension, l'endocrino pour le diabète, l'interniste pour le lupus érythémateux, le gastro pour la maladie de Crohn ou la rectocolite urologique, et le gynéco, et essayer qu'il y ait une certaine concordance, un certain discours entre les différents intervenants. Et c'est mieux parce que ça nous permettra de mieux gérer la patiente. D'accord. Une petite question qui ne faisait pas partie du questionnaire, c'est-à-dire que j'avais envie de vous poser, c'est qu'une personne qui fait des fausses couches à plusieurs, c'est-à-dire pécher des fausses couches, qui met, c'est-à-dire, elle a une pathologie durant sa grossesse, d'accord? Je ne sais pas, on va en parler tout à l'heure, diminution du liquide amniotique ou la surplus du liquide amniotique dans ou peut-être diabète gestationnel, et puis elle accouche prématurément. Et le bébé, elle le perd à chaque fois, à quelques jours après cet accouchement. Donc, oui. Vous parlez parce que dans les problématiques des fausses couches, il y a différents types de fausses couches. Il y a les fausses couches très précoces et il y a les fausses couches plus tardives. Et donc, dans ce sujet-là, nous avons deux sujets. Dans les fausses couches précoces du premier trimestre, se jouent différents types de pathologies. Des pathologies malformatives de l'utérus, des pathologies comme des septums utérins, des pathologies un peu plus acquises telles que les fibromes utérins. Vous avez des maladies qui peuvent aller attaquer de manière intrinsèque, telles que certaines maladies de système, le fœtus, et des choses ainsi, des problématiques ainsi de santé qui peuvent donner des fausses couches précoces. Donc, c'est-à-dire une grossesse qui débute et qui s'arrête. Et donc, ça nécessite des suivis particuliers. On peut avoir des problématiques génétiques. Donc, c'est particulier. Les fausses couches précoces ou les fausses couches du premier trimestre, donc les fausses couches qui ont lieu très tôt. Alors après, il y a toute la problématique des fausses couches tardives, où il y a toujours beaucoup d'incompréhension entre les médecins, les patientes. C'est une patiente qui va bien et qui, pour une raison X, accouche. Et donc, accouche de manière prématurée. Alors, cette prématurité peut être plus ou moins précoce. En tout cas, on va considérer que la prématurité est en dessous de 32 à 33 semaines. OK? Et donc, pourquoi est-ce qu'elle accouche précocement? Et pourquoi est-ce qu'elle accouche de manière régulière pour celles qui font des fausses couches un peu plus tardives? On va dire, dans le cas présent dont vous me parliez, aux alentours de 24, 25, 26 semaines, on est tôt et donc malheureusement, la néonatologie ne peut pas bien manager ce genre d'enfant pour le moment. Eh ben, on a différentes problématiques. On a des problématiques inhérentes à l'utérus. On a des problématiques inhérentes aux muscles utérins. On a des problématiques inhérentes à la qualité collagène et donc à la tonicité du col. On a des patientes qui ont été opérées du col avec un col qui est moins tonique. Et on peut avoir des pathologies intrinsèques à la grossesse,
telles que les grossesses gémellaires, telles que éventuellement vous parlez du liquide amniotique, trop de liquide amniotique, et on peut aussi avoir des pathologies qui se greffent sur cet élément de fausse couche, c'est-à-dire d'accouchement très prématuré, si vous voulez, ou de fausse couche tardive, on peut avoir des infections. Mais pour ces fausses couches tardives à répétition, c'est souvent des problématiques, soit au niveau du col, soit des problématiques au niveau de l'utérus, et qui font que c'est la bouteille à encre. On essaie de faire différents types de management. On lutte contre les infections, on lutte contre les contractions, on fait éventuellement des cerclages, on fait éventuellement des traitements à la progestérone par voie vaginale. On a des succès et à côté de ça, malgré tout ce qu'on fait, on n'a parfois pas de succès. Et donc voilà. Alors après, vous avez, donc ça c'est pour les fausses couches, on va dire ou accouchement prématuré entre 24 et 32. Et puis après, au-delà de ça, écoutez, ça dépend. On peut éventuellement accoucher avant 32, 34 et parce que les conditions fait que la dame accouche et que on a eu un échec des différents traitements ou que ce soit arrivé de manière subite. Et donc là, on reste dans les problématiques de management néonatal et voilà, des équipes vont pouvoir mener et prendre en charge des enfants de 32 semaines et arriver à avoir un bébé qui ne pose pas de problème. Des équipes sont moins habituées à le faire avec beaucoup et donc auront moins de succès. Voilà. Docteur, excusez-moi, j'ai une petite question qui est un peu pratique. Oui. Vous, en tant qu'expert en la matière, et vous en avez dû passer des cas, est-ce que vous arrivez à savoir, on va être bien d'accord. Les grossesses à risque, d'accord. Aujourd'hui, on ne peut pas tout. Hein? Pardon, j'ai pas entendu. Les grossesses à risque, les grossesses à risque, c'est un bhar kbir, c'est-à-dire ça touche beaucoup de choses. Voilà. Et aujourd'hui, nous, on ne peut pas tout traiter en même temps. Donc, ce que je propose, c'est que peut-être à chaque fois, faire ce genre de petit live où on le consacre à un sujet précis. Aujourd'hui, on va parler en général. Voilà. Focus sur certains sujets liés à certaines personnes proches que je connais. Par exemple, vous, en tant qu'expert, c'est docteur. Oui, très bien. Parfait. Voilà. Alors, docteur, quand vous savez qu'une patiente, elle met une grossesse à risque, d'accord? Et elle risque de faire un accouchement prématuré, comme vous le dites, d'accord? À, je ne sais pas, 26, 28 semaines. Est-ce que vous, en toute honnêteté, vous savez en quelque sorte que le bébé va s'en sortir ou vous n'arrivez pas à savoir si c'est une néonatale? Il y a, c'est une bonne question, il y a dans ça deux types d'éléments. Si on arrive à prévoir que cette femme, cette patiente, va malheureusement accoucher, je vais dire, de manière prématurée. D'accord. On pourrait essayer à ce moment-là de faire que cet événement se passe dans une structure la plus équipée possible que pour prendre en charge ce grand prématuré. Alors après, tout dépend où nous sommes et des moyens technologiques que nous possédons. S'occuper d'un bébé prématuré de 26-27 semaines n'est pas s'occuper d'un bébé de 28 semaines, n'est pas s'occuper d'un bébé de 32 semaines. Il y a des marges de compétences humaines, il y a des marges techniques en termes d'équipement, il y a des marges également en termes de médicaments appropriés pour ce type de management. Et donc, on sait, nous, de manière un peu intuitive, une dame, en fonction du terme, est amenée à accoucher prématurément, on sait très bien, est-ce qu'on est dans un environnement qui sera à même de gérer cet enfant, ce gros prématuré,
ou pas, parce que pas toutes les équipes dans le monde sont capables de gérer un enfant de bébé prématuré de 26 semaines. On est maintenant unanimement d'accord pour dire qu'à partir de 33, 34 semaines, nos équipes sont de plus en plus à l'aise pour les gérer. Mais vous aurez bien des patientes qui vont accoucher de manière imprévue, fortuite, parce que, voilà, elles prennent la voiture, elles décident de voyager, d'aller je ne sais pas où, et que là-bas, par hasard, elles accouchent, et que là-bas, par hasard, il n'y a pas un pédiatre à même de gérer un enfant, par exemple, de 34 semaines, alors qu'il serait à 200 km plus loin, où 34 semaines va pratiquement être banal. Ça, c'est pour la question que vous posiez concernant ce que nous, on sent en fonction du terme de l'accouchement prématuré. Maintenant, il y a un autre cas de figure. C'est la patiente. Qu'est-ce qui fait qu'elle est accouchée prématurément? Il y a deux types de problèmes. Il y a l'accouchement prématuré, et ça, c'est la grande source de discordance entre nous et nos patientes, où le médecin est toujours quelque part un peu culpabilisé de dire mais pourquoi il ne sait pas que je m'accouche prématurément? On leur dit mais on ne peut pas tout prévoir. Ça peut arriver que donc une patiente décide, par exemple, elle a vu son gynéco il y a 2 jours, elle décide de voyager, hop, elle accouche prématurément. Bah, c'est arrivé. Pourquoi? Est-ce qu'elle a eu quelques contractions? Est-ce qu'elle a eu entre-temps une infection? Et même si elle avait eu des contractions, pas toutes les patientes qui ont des contractions accouchent prématurément. Oui. Est-ce que ces contractions, est-ce qu'elle a un col qui est compétent à même de tenir ces contractions? Est-ce qu'il n'y a pas une malformation utérine sous-jacente qui fait qu'elle est accouchée prématurément? Et ça, c'est pour les choses un peu imprévues. Mais après, pour revenir un peu à la discussion, parce que je voulais quand même dire ce sujet-là qui est très important, c'est que le médecin n'est pas toujours capable d'anticiper tous les accouchements prématurés qui sont bien souvent un coup de tonnerre dans un ciel clair, même si on a vu son gynéco dans les 2 jours qui précèdent. Vous avez des patientes qui accouchent prématurément parce qu'il y a une infection fœtale, parce que il y a d'autres éléments, et donc là, on est dans l'état de santé du bébé avant cet accouchement prématuré. Bien entendu, on le sait que si jamais un enfant accouche prématurément et pour bien recadrer la situation, parce qu'il y a 2 types d'accouchements prématurés. Il y a un accouchement prématuré que nous induisons en tant que médecins parce qu'il faut sortir le bébé, un gros retard de croissance, auquel cas c'est un enfant prématuré induit par une prématurité induite par les médecins suite à une problématique. Donc on sait que ces enfants sont peut-être un peu plus fragiles. Ça dépendra du contexte qui est fait que cet enfant est un retard de croissance, par exemple. Mais on peut aussi avoir un accouchement prématuré parce qu'il y a une infection qui est à bas bruit, qui évolue à bas bruit et qui fait que la dame entre en travail spontané, accouche prématurément. Donc ce sont éventuellement des enfants qui peuvent ne pas être en aussi bon état de santé, même prématuré, et faire que c'est une prématurité qui est là, qui est importante, mais sur lequel se surajoute un facteur de risque fœtal, néonatal, qui rend cette prématurité plus compliquée. Voilà. En tout cas, merci d'avoir éclairé sur certains cas, sur cette situation. Alors, je peux vous poser la question exacte. Quand c'est le médecin qui déclenche l'accouchement prématuré, comme vous venez de le dire. D'accord. Oui. Est-ce que, merci beaucoup, on m'a répondu que c'était bon. Donc, est-ce que il doit bien se préparer et bien préparer son équipe, c'est-à-dire l'équipe néonatale, elle doit être la plus performante possible selon le cas peut-être du bébé, et la clinique selon le cas de la maman. Et est-ce qu'il sait déjà à l'avance, puisqu'il va déclencher cet accouchement, est-ce qu'il sait que ce bébé va s'en sortir ou pas? Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il peut le savoir? Écoutez, là, on est en train, tout doucement, on navigue entre l'obstétrique et la néonatologie. Et il serait intéressant qu'on fasse un live un jour avec un pédiatre néonatologue qui va certainement répondre à des questions que moi, je manage moins. En tout cas,
pour nous, obstétriciens, si une patiente présente une grossesse, que cette grossesse est compromise par l'état de santé de la maman ou bien l'état de santé de l'enfant, c'est-à-dire par exemple un gros retard de croissance et qu'on voit que les échanges materno-fœtaux ne se font pas bien, que donc le bébé commence à être dans une certaine précarité dans l'utérus, que ça devient dangereux pour lui. On est donc amené, pour éventuellement sauver la maman ou en tout cas faciliter son état de santé, pour donner une chance à l'enfant, on est amené à extraire, comme on dit dans le jargon, cet enfant de manière prématurée. Cette extraction se fait à un moment donné programmée, évidemment en fonction du terme de cette extraction, on doit intervenir dans une structure qui nous permettra de gérer cette prématurité. Après, concernant l'état de santé de l'enfant, si l'enfant est en bonne santé et a une prématurité. Donc là, tout dépend des qualifications de l'équipe pédiatrique qui va pouvoir le gérer. S'il y a une néonatologie, s'il y a des pédiatres néonatologues, et c'est eux qui vous diront, oui, je prends en charge un bébé de 28 semaines, 29 semaines, non, je ne le prends pas. Après, il reste l'extraction d'un enfant porteur d'une pathologie. Alors après, dans ce cadre-là, dans la structure où vous travaillez, oui, y a-t-il une réanimation néonatale? Y a-t-il des néonatologues? Et y a-t-il des pédiatres capables, ou des chirurgiens pédiatres, ou des chirurgiens qui font de la cardiologie pédiatrique, hein, et ainsi de suite, capables de prendre en charge cette problématique de santé présentée, en l'occurrence une prématurité avec un autre problème de santé. Donc ça, c'est les staffs pédiatriques qui diront aux médecins, là où il est-ce qu'ils peuvent prendre en charge. Le message est certain que, et ça existe partout dans le monde, pas toutes les structures hospitalières sont à même de gérer tous les degrés de prématurité avec tous les types de pathologies. Il faut la bonne technologie avec les bonnes personnes au bon endroit. D'accord. Et ça, c'est le choix de qui? C'est le choix du médecin ou de la maman? C'est-à-dire, vous, le médecin. Je pense que dans ce cas de figure, le couple qui est dans une extrême détresse et pour lequel c'est vraiment pas facile pour lui, sauf s'il est du milieu hospitalier, comment pourrait-il connaître les compétences des différents intervenants? Là, on ne peut plus choisir une clinique sur le biais de sentiments. Là, nous sommes dans de la technologie. Il faut que seuls les professionnels de santé, seuls les intervenants vous diront, voilà, ici, on peut s'en occuper. Maintenant, il ne faut pas oublier que si on est dans une ville où il y a des compétences un peu, je vais dire, dispersées, rien ne nous empêche, si l'événement devait se présenter et que l'état de santé de l'enfant ne correspond pas tout à fait à ce que nous attendions, parce que la médecine, c'est quand même aussi l'art de gérer l'imprévu, eh bien, rien ne nous empêche, moyen de réaliser un transfert, comme partout dans le monde, vers une équipe plus spécialisée, qui a plus l'habitude de gérer cet événement-là. On peut donner un exemple. Certains enfants peuvent présenter un certain type de pathologie cardiaque. Cette pathologie cardiaque, il y a tout un vaste tableau de pathologies cardiaques qu'on ne peut pas toujours anticiper au départ, qu'on n'a pas vu, que la maman la présentation du bébé ne permettait pas de le voir, et tout simplement parce qu'on n'est pas à 100% de réussite. Mais une fois que l'enfant est là, dans une structure, que le diagnostic fait par les médecins qui sont là, disent voilà, il y a telle et telle chose, mais nous, on peut s'en occuper, ou nous, on ne peut pas s'en occuper. On collabore quand même entre nous, les différents médecins, nous sommes en contact, nous savons quelles équipes managent quelles problématiques, et donc on peut tout à fait envisager, comme partout dans le monde, un transfert vers une équipe plus spécialisée, parce que vous ne pourrez jamais avoir
sauf si éventuellement vous êtes dans un CHU qui a toutes les compétences, mais si on parle d'une structure privée externe, vous ne pourrez pas avoir, et jamais d'ailleurs, à tout moment du jour et de la nuit, tous les protagonistes de santé à même de gérer toutes les pathologies avec tous les moyens techniques et tout ce qu'il faut. Donc, la collaboration entre les structures, le transfert rapide de l'enfant qui malheureusement présente une problématique, et ben voilà, si vous avez la chance de le savoir à l'avance, à ce moment-là, on peut très bien envisager l'accouchement prématuré fait par le médecin dans cette structure qui est à même de gérer, ou si par hasard on découvre la problématique, eh ben, il est quand même exceptionnel qu'on n'ait pas le temps de stabiliser, comme partout dans le monde, et d'envisager un transfert, tant que ça se fait dans la journée, dans les 24 heures. Ben, voilà. Et partout, ça se fait, que vous soyez dans les grandes capitales dans le monde, personne n'a toutes les structures et tous les hommes partout à tous les moments de l'année. D'accord, docteur. Docteur, on va répondre à une petite question d'une personne qui nous dit bonsoir, une atteinte de chorio-amniotique peut-elle être traitée? Alors, donc une chorio-amniotite, c'est une infection du liquide amniotique avec une éventuellement infection des membranes. C'est d'ailleurs une cause d'accouchement prématuré. Il est bien difficile de la traiter. Il est bien difficile de la traiter. On a quelques réussites si nous arrivons à trouver le bon germe, si le bébé, l'état de santé du bébé n'est pas trop compromis par cette infection, je vais dire prénatale, donc cette infection in utero, et donc on peut être amené à hospitaliser la maman, on peut être amené à donner des antibiotiques, et je ne dirais pas à la traiter, ça peut arriver, mais c'est rare, mais en tout cas, à retarder l'accouchement dans le but de préparer autant que faire se peut l'accouchement de cette prématurité qui serait induite par cette infection néonatale qu'on appelle une chorioamniolite. Après, reste encore une fois à savoir pourquoi la personne développe une chorioamniolite. Est-ce que le microbe est arrivé là parce que c'est une infection qui est passée par voie naturelle? Est-ce que la maman est porteuse d'une infection qui fait qu'on a une infection qui est passée dans le sang maternel et puis du sang maternel vers le placenta et puis du placenta vers le liquide amniotique et donc le bébé? Le sujet reste complexe. Et, donc vous allez essayer de creuser. Vous, en tant que médecin, vous, en tant qu'expert, vous allez essayer de creuser pour savoir quelle est la cause. Si l'état de santé du bébé, les paramètres dans le management du bébé, et là, il faut évidemment avoir à sa disposition ce qu'on appelle des monitorings fœtaux pour enregistrer le bien-être de l'enfant. Il faut qu'on soit à même de réaliser des échographies et pas seulement. Il faut que vous soyez avec des obstétriciens à même de réaliser des dopplers fœtaux. Tout ça pour essayer d'avoir une idée sur l'état de santé de l'enfant, savoir si son état n'est pas compromis et qu'il est en extrême souffrance. Eh bien, si on a le temps, on va essayer d'avoir l'origine de l'infection, d'avoir le type de microbe et essayer, si on a de la chance, de le traiter pour retarder au plus l'infection ou retarder au plus l'accouchement si on a de la chance. Sinon, ben, l'enfant devra naître dans un contexte de chorioamniolite. Et là, on en arrive à votre question initiale de tout à l'heure. Est-ce que dans les prématurités, il y a certaines situations qui sont plus à risque que d'autres? Oui, une prématurité dans le cas d'une infection est plus à risque parce que vous risqueriez d'avoir malheureusement un fœtus infecté et qui fait que le travail de nos amis néonatologues soit plus ardu qu'on l'imagine et il faut qu'ils soignent la prématurité et l'infection. Voilà. D'accord, docteur. Merci pour votre réponse. Maintenant, on va passer à la rubrique vrai ou faux. Vous me répondez par un vrai ou un faux. Et s'il y a possibilité d'expliquer, s'il y a nécessité, si ça nécessite une explication. L'excès, on en avait parlé tout à l'heure, l'excès du liquide amniotique ou sa diminution sont liés à des grossesses à risque.
pourquoi certaines femmes passent, c'est-à-dire pourquoi l'excès de liquide amniotique pousse à des grossesses à risque? Alors, il y a les réponses ne sont jamais simples. Il y a oui, l'excès de liquide amniotique. Si je dois répondre par vrai ou faux, oui, l'excès de liquide amniotique. Je me rappelle, je vous l'avais envoyé sur WhatsApp, je l'ai perdu, mais je ne me rappelle plus du vrai ou faux. Je ne sais pas si vous c'est exactement cette question. Alors, l'excès de, on va déjà scinder la question en deux, parce qu'il y a deux versants, et c'est pas la même chose. Il y a l'excès de liquide amniotique et la baisse de liquide amniotique. Alors, l'excès de liquide amniotique, d'abord, et comme toute chose en médecine, il faut savoir pourquoi. Parfois, on a des éléments, parfois, on n'a pas des éléments de l'étiologie, donc de la raison. Et dans cette raison, on a malheureusement deux types d'éléments. On a des éléments maternels, comme le diabète mal équilibré peut entraîner un excès de liquide amniotique. Mais dans l'excès de liquide amniotique, on a un sujet plus particulier qui sont des malformations de l'enfant. Et qu'ils sont éventuellement, on a encore un autre sujet, on peut avoir des infections materno-fœtales, telles que le parvovirus B19, qui peut entraîner une anémie de l'enfant et un excès de liquide amniotique. Alors, dans la réponse que je dois vous donner, il y a d'une part, comment arriver et peut-on arriver à manager l'excès de liquide amniotique? Pourquoi? Parce que l'excès de liquide amniotique, et ça j'en reviens à votre question, pourquoi il va faire que c'est une grossesse à risque? Parce que tout simplement, l'utérus augmentant de volume par rapport à sa capacité qu'il peut gérer, et ça, c'est imprévu. Vous avez des patientes qui ont des triplés et qui arrivent à 32 semaines, et vous avez une patiente qui a un excès de liquide à 28 semaines, un bébé, et qui va avoir une menace d'accouchement prématuré par apparition des contractions suite à la distension de son utérus, ou encore du fait que la poche dans laquelle est le bébé, elle est augmentée de liquide, elle est tendue, l'enfant peut, ce phénomène peut entraîner une rupture prématurée de la poche. Et donc, dans ce cas, tout dépend à quel moment de la grossesse on est. D'accord, donc c'est toujours c'est-à-dire que une rupture prématurée de la poche, tout dépend à quel moment de la grossesse elle a lieu. Si elle a lieu, je vais dire très tôt dans la grossesse, évidemment, on va tout faire en termes de blocage des contractions, parce qu'une rupture prématurée peut entraîner des contractions. Donc, on va tout faire pour essayer de bloquer les contractions. Une rupture prématurée de la poche peut entraîner des infections par voie ascendante. Et donc, on va tout faire pour lutter contre les infections et essayer de mener le plus loin possible la grossesse. Faire qu'on arrive justement dans un âge gestationnel à même d'être géré par nos spécialistes néonatologues de là où nous travaillons. Des équipes vont vous dire, nous, on peut sortir un bébé à 32 semaines. D'autres équipes vont vous dire, mais nous, on a des équipes, on peut le gérer qu'à partir de 34. Donc, c'est là qu'on doit prendre on doit essayer de discuter, voir est-ce qu'on bloque pour que la dame, on essaye de l'empêcher de l'accoucher parce que là aussi, malgré tout ce qu'on fait, parfois la dame accouche de manière prématurée. Et donc, voilà. Alors après, on doit faire tout un diagnostic pour essayer de savoir pourquoi on est en excès de liquide. Voilà. Et c'est là que ça se joue. Et cette réponse à cette question va vous permettre d'adapter votre traitement. Parce que si c'est un diabète, il faudra penser à l'équilibrer le plus possible. Si c'est un bébé qui a une infection avec une anémie, il faudrait voir comment on peut la corriger. Est-ce qu'on a les moyens techniques pour faire une transfusion in utero? Et si c'est une anomalie malheureusement intrinsèque au fœtus, donc on peut citer des atrésies de l'œsophage, c'est essentiellement des anomalies, je vais dire, digestives. Malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose. On peut, par contre, essayer
de soulager cet excès de liquide en essayant de le vider un peu moyennant Voilà, des amyosynthèses répétitives, moyennant des ponctions, mais qui elles-mêmes ne sont pas sans risque. Parce que vous avez un risque à ce moment-là de rupture prématurée de la poche des os sur la ponction. Et comme tout geste humain peut porter à préjudice, on peut avoir aussi des infections inhérentes au geste médical, quoi que vous fassiez. Ça, c'est pour l'excès de liquide. Ça, c'est pour l'excès de liquide. Mais vous aviez le manque de liquide. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, encore une fois, pourquoi? Pourquoi est-ce que il y a pas beaucoup de liquide, voire malheureusement dans certains cas, pas de liquide? Eh bien, écoutez, il faut s'assurer. La première chose, c'est de savoir d'abord est-ce que le liquide, est-ce que la dame n'a pas une rupture de la poche des os pour laquelle elle s'en est pas rendue compte, parce qu'en général, quand nos patientes se rendent compte, elles nous le disent, mais des fois, on ne se rend pas compte. Et puis après, si c'est pas une fuite de liquide, il faut savoir pourquoi le liquide n'est pas produit. Si ce liquide n'est pas assez produit, il y a deux versants toujours. Soit c'est dû à une problématique maternelle avec un défect au niveau des vaisseaux placentaires, et ça va être un peu technique de parler de ça, soit c'est des problématiques fœtales, et je vais vous citer peut-être qu'une pour faire simple. On a des enfants qui peuvent être porteurs d'anomalies du système rénal, du système urologique, et donc on peut avoir dans ces cas-là un déficit de liquide amniotique, et donc le fait qu'il n'y a pas beaucoup de liquide amniotique est une situation, je vais dire, à haut risque pour l'enfant, parce que en raison d'abord de l'étiologie de la raison pour laquelle il n'y a pas de liquide, et deuxièmement parce que cet environnement sans trop de liquide peut entraîner différentes problématiques, notamment en termes de développement pulmonaire, notamment en termes de développement des différents membres de l'enfant. Et donc, si une prématurité arrive sur un bébé sans liquide, ou en tout cas qui vit depuis un moment sans liquide, on aura une prématurité, pour en revenir à votre question initiale, dans un critère, on aura une prématurité avec des éléments qui vont la rendre plus compliquée à gérer par nos amis néonatologues. D'accord, docteur. La deuxième question, les grossesses tardives à partir de 37 ans. Est-ce qu'elles peuvent augmenter le taux de grossesse à risque, de mener une grossesse à risque? Oui, c'est vrai que actuellement, c'est une très bonne question. C'est vrai que actuellement, du fait du retard un peu plus du désir de grossesse de nos patientes, ou tout simplement parce qu'il y a des facteurs qui font que elles tombent plus tardivement enceintes, on a donc des patientes, je vais dire, pour être encore un peu plus clair par rapport à votre question, qui ont un âge entre 37 et 40 ans et donc qui tombent enceintes. Et en effet, ça peut être des grossesses à risque du point de vue de deux versants. Le premier versant, ça dépend bien entendu de l'état de santé de la maman. Parce que moins nous sommes jeunes et plus nous pouvons être porteurs de pathologies chroniques. Tout le monde sait qu'avec l'âge, on peut développer une hypertension, on peut développer un diabète, on peut développer des problématiques de santé qui vont faire que, en fait, d'une grossesse simple, on va être dans une grossesse à risque. Et bien sûr, le sujet plus délicat dans ces grossesses plus tardives, mais alhamdoulilah, on commence à avoir les éléments pour mettre le doigt dessus, c'est toutes les pathologies en rapport avec le fœtus. Et là, je pense bien entendu aux problématiques génétiques. D'accord. Mais normalement, un enfant porteur d'une anomalie génétique, ce n'est pas une grossesse à risque. C'est un enfant malheureusement malade, mais ce n'est pas pour ça que ça devient, en tout cas dans la majorité des cas, une grossesse à risque. D'accord, docteur. Est-ce que les fibromes utérins peuvent conduire à des complications pendant la grossesse, vrai ou faux? Les fibromes utérins, oui. C'est tout à fait vrai.
C'est tout à fait vrai. Alors là, on a un sujet un peu plus large en fonction de la taille du fibrome, en fonction du nombre des fibromes et en fonction de leur emplacement. Alors, si on doit parler de la grossesse, si on la divise en deux parties, hein, le premier trimestre et donc les grossesses, on va dire une grossesse un peu jeune. Là, évidemment, on est tout ce qui est dans le risque de fausse couche, compte tenu surtout des fibromes qui ont un impact cavitaire, qui ont un impact dans la cavité. Après, pour les autres fibromes, on a des fibromes de par leur taille qui peuvent gêner par leur emplacement, surtout s'ils sont bas situés et devant la tête de l'enfant, et qui peuvent être donc donner une dystocie au moment de l'accouchement, donc gêner pour l'accouchement. On a les fibromes, ça c'est aussi assez fréquent. Et j'ai eu le cas dernièrement d'une patiente qui a beaucoup souffert de ça, de fibromes qui sont devenus très douloureux parce que parfois avec la grossesse, l'augmentation de taille du fibrome fait que l'intérieur du fibrome se nécrose. C'est un nom particulier, ça s'appelle la nécrobiose. Et cette nécrobiose peut être extrêmement douloureuse pour la patiente. Et donc, on a le troisième versant qui est la menace d'accouchement prématuré, justement par le fait que l'utérus, eh ben, il contracte avec ses fibromes, avec éventuellement s'il y a des nécrobioses, et font que, justement, on soit dans une grossesse à risque de par ces fibromes. Mais en gros, on a les fibromes qui ont un impact cavitaire, qui ont un impact, je vais dire, sur la présentation de l'enfant, et on a les fibromes qui poussent vers l'extérieur. Ceux-là seraient les moins critiques pour la grossesse en tant que telle, sauf en termes de douleur. Vous arrivez à détecter quels sont les fibromes les plus, c'est-à-dire les plus, qui comportent le plus de risques pour cette grossesse? Vous le savez, vous arrivez à le savoir. Tout se passe parce que dans la vraie vie, ce n'est pas toujours idéal. La vraie vie est plus compliquée qu'on l'imagine. Tout dépend du moment auquel la patiente va consulter. Si on a de la chance de voir la patiente de manière tôt dans sa grossesse, qu'on puisse faire une cartographie des fibromes, qu'on puisse bien les localiser, les suivre, si elle présente un phénomène durant la grossesse, en effet, on aura une explication compte tenu de ce qu'on aura vu au début de la grossesse. Par contre, on peut recevoir des patientes plus tardives, en crise, des douleurs. Là, avec le volume de l'utérus, on a souvent de la chance, on peut voir le coupable de ces douleurs et dire, ah ben tiens, c'est ce fibrome. Parfois, c'est plus difficile à voir parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le volume de l'utérus qu'on ne peut pas toujours voir. Bon, alors après, on peut avoir des éléments, je vais dire, techniques. On peut pousser dans des situations extrêmes pour essayer d'avoir une explication à une problématique présentée par une patiente. On peut être amené, même dans certains cas extrêmes, à faire une IRM, je vais dire, de l'utérus et voir que, en fait, la problématique est posée par un fibrome qui est caché parfois derrière l'utérus et ainsi de suite. Mais donc, en règle générale, pour les fibromes, c'est pas ce qui nous pose le plus de problèmes. Le diagnostic est assez simple, assez rapide et sauf menace d'accouchement prématuré parce qu'il serait un peu irritant par rapport à l'utérus, ça ne nous pose pas de gros problèmes. Les douleurs, on peut les gérer. Les syndromes inflammatoires un peu autour, on peut le gérer et ainsi de suite. Et on n'insiste jamais assez à ce sujet-là. Ça pourra être l'objet d'un live prochain. C'est de faire une consultation avant de décider une grossesse parce que ça nous permettra justement de savoir s'il y a quelque chose et s'il y a quelque chose, peut-être être opéré, enlever un fibrome avant de décider l'obtention d'une grossesse si on pense que ce fibrome pourrait être gênant ou nous causerait des problèmes durant la grossesse. D'accord, docteur. Voilà. Les grossesses jumelles comportent le risque d'un accouchement prématuré, vrai ou faux? Oui. Alors, les grossesses gémellaires sont des grossesses à risque. Et dans les grossesses gémellaires, et on va revenir encore une fois à une de vos questions précédentes, dans les grossesses gémellaires, il y a deux types de grossesses. Il y a, pour le langage populaire, les vrais et les faux jumeaux. Alors, ce qu'on appelle, nous, la grossesse bicoriale et la grossesse monocoriale. Si vous êtes dans la grossesse bicoriale, c'est-à-dire les vrais jumeaux,
les faux jumeaux, pardon, la grossesse bicoriale, donc les faux jumeaux, là, je dirais que c'est une variante un peu plus compliquée d'un accouchement, d'une grossesse singleton, donc unique, avec un peu plus de risque de menace d'accouchement prématuré par des contractions, un peu plus de risque au niveau du col. Est-ce que le col a la compétence pour tenir cette grossesse ou pas? Après, on a la grossesse monocoriale. Ça, c'est une grossesse à haut risque. Et c'est une grossesse que vous allez qualifier donc vraiment de haut risque en fonction de y a-t-il une petite membrane ou pas, donc monocoriale biamniotique, monoamniotique. Et donc là, c'est une grossesse à haut risque par un impact maternel, menace d'accouchement et ainsi de suite, ou par une problématique fœtale qui fait que on devrait être amené à agir sur les fœtus si on a les moyens technologiques, donc sur le placenta, sur les fœtus, sur les cordons, ou agir pour provoquer l'accouchement si c'était là. Et donc, pour répondre à la question, la grossesse gémellaire, essentiellement la monocoriale, est une grossesse à risque, voire haut risque, aussi bien du point de vue, surtout du point de vue fœtal, et également du point de vue maternel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on sollicite le corps de la dame, et donc il faut qu'elle ait les capacités cardiaques pour soutenir une double grossesse en termes de volume circulant. Il faut qu'il y ait une adaptation de son système endocrinologique. Et donc, tout ça fait que c'est une grossesse à risque, aussi bien pour notre maman que pour ses fœtus. Voilà, donc c'est vrai. J'ai pas mal d'autres questions. On a atteint 1 heure. C'est une petite question un peu fun. Avant de vous poser la question de la dame qui nous l'a posée, la dame, est-ce qu'on développe un diabète gestationnel? On développe un diabète gestationnel forcément parce qu'on mange pendant la grossesse, parce qu'on mange des sucreries, à votre avis? S'il y a vous savez, pas toutes les patientes qui vont manger des sucreries vont développer un diabète gestationnel. Il y a des patientes qui ont un régime alimentaire, qui n'ont pas de surpoids et qui développent un diabète gestationnel. Mais il faut savoir aussi que des patientes qui justement auraient peut-être une certaine tendance à développer un diabète, notamment de type 2, si elles n'étaient pas enceintes, oui, peut-être que cet excès d'apport glucidique pourrait entraîner l'apparition d'un diabète gestationnel, donc s'il y a un terrain sous-jacent. Vous conseillez de diminuer les sucreries pendant la grossesse, la consommation. Docteur alors, je pense que durant les grossesses, il faut justement essayer d'avoir une alimentation la plus équilibrée possible. On peut, évidemment, on tolère de temps en temps quelques excès parce que c'est dans la nature de l'être humain où, alhamdoulilah, le bon Dieu fait bien les choses, on ne sera pas tous malades, mais une alimentation, je veux dire, saine, avec, j'avais fait un live dernièrement sur ma page Insta concernant l'activité physique, et avoir une activité physique adaptée durant la grossesse vont faire que on ne sera pas en surpoids, on sera moins à risque de développer les problématiques parce que vous avez parlé du diabète, mais vous pouvez développer une hypertension et on arrivera, et ça on n'insiste jamais assez, plus vous êtes en bonne santé, plus vous êtes en forme, mieux vous accoucherez et mieux vous vous rétablirez de votre accouchement. Pourquoi certaines femmes prennent beaucoup plus de poids que d'autres? Il y a certaines femmes qui prennent 25 kilos, d'autres que 12 kilos. Ça m'a insisté. Pourquoi pas? J'étais enceinte, je ne mangeais pas plus que ça. Et certaines femmes peuvent prendre beaucoup plus de kilos et d'autres pas. Est-ce que c'est dû forcément à la nourriture? Malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux face à la santé. Et c'est vrai que certaines femmes, malheureusement, malgré une certaine diète, je vais dire,
convenable, donc un certain apport alimentaire qui est tout à fait convenable, sans trop d'excès, eh ben, elle développe éventuellement une prise de poids trop importante. Évidemment, il ne faut pas oublier que du fait de la grossesse, du fait de l'état grossesse, certaines patientes ont tendance à diminuer leur activité physique par peur, parfois parce qu'il y a des éléments sous-jacents. On parlait de menaces d'accouchement. Et donc, si vous diminuez votre activité physique, forcément, vous allez prendre du poids. Et alors, dans cette prise de poids, il ne faut pas oublier également que certaines patientes peuvent être amenées à développer des œdèmes, une rétention hydrique importante, et ça pourrait être le sujet d'autres lives. Et ceci, ça va dans différents sens. Ça peut être dû à certaines pathologies de grossesse au niveau rénal et autres. Ça peut être dû à des insuffisances veineuses. Et donc, on n'a pas, ce n'est pas que l'alimentation qui donne un surpoids. Il ne faut pas culpabiliser. On peut avoir une alimentation équilibrée. On peut avoir une activité physique. Et malgré ça, je vais dire, développer un certain type de surpoids. Et donc, nous, on est là pour essayer de le gérer, de voir pourquoi et d'essayer d'apporter les traitements appropriés. Voilà.